Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Hello, bonjour, salam alaikum salam, guten tag, les amis du Grand Bleu. C'est Juju de la FF et aujourd'hui, je vous invite à découvrir un jeune homme, un athlète multicasquette, un jeune papa, un acteur, un allumé du Grand Bleu, un Marseillais, je parle bien entendu de Sven Narbonne. Le mec, il est solide. Et cette année, il a fait l'exploit d'être sélectionné non pas dans une équipe de France, mais dans les deux équipes AIDA. Pour l'équipe de France piscine, lors des mondiaux au pays du soleil levant, au Japon. Mais aussi en équipe de France profondeur, sur l'île de Chypre, au cœur de la Méditerranée. Une double sélection qu'il est important de saluer. Le seul que je connaissais capable d'un tel exploit est le champion Guillaume Bourdila. Mais maintenant, il y a aussi Sven Narbonne. Sven nous explique comment il s'est préparé avec son coach Émile Thibault au sein du fameux club marseillais, le Masia Sub Club. Nous échangeons aussi sur son accident à 80 mètres lorsqu'il s'est fait un petit trou dans le tympan juste avant les mondiaux, comment il est revenu dans le game. Nous parlons aussi de sa composition, de son protocole de préparation, incorporant des éclats de rire, mesdames et messieurs, et oui, des éclats de rire, et de l'hyperventilation. C'est quelque chose que j'avais rarement vu, mais quand je l'ai vu, ça m'avait marqué, donc on discute de comment il se prépare aussi avant d'aller en profondeur, avec ce protocole unique. Et puis, on parle de plein d'autres choses, on parle de théâtre, on parle de la vie, on parle d'apnée, on parle de technique, et vous allez découvrir cela dans quelques secondes. Chers auditeurs hypoxiques, chères auditrices iodées, si vous aimez le podcast, je vous en conjure, aidez-moi à grandir et à me développer en devenant tipeur. Vous pouvez participer à hauteur de 1 euro à la cagnotte. Vous trouverez le lien en description de cet épisode ou dans tous les autres. Et puis venez suivre la page Insta de la Freediving Family. J'y poste tous les jours des photos, des vidéos de vos apnéistes préférés. Et puis surtout, la base, abonnez-vous et notez 5 étoiles le podcast. Voilà. Maintenant, roulement de tambour. Laissons place à Sven Narbonne. Salut Sven. Salut, comment ça va? Ça va super bien, en pleine forme après une Cool. petite soirée d'Arabienne. Ce n'est pas la première fois que tu viens sur le podcast. Tu étais déjà venu avec Émile Thibault, on avait discuté ensemble après le championnat de France. Tu avais aussi raconté ton dernier championnat du monde AIDA au Japon en piscine, parce que tu as une particularité, Sven, et c'est pour ça que tu es ici, c'est que tu es le seul Français cette année à avoir fait 2 championnats du monde, le pool et le outdoor, la profondeur et la piscine. Et en plus, tu as fait des résultats de ouf. Donc j'avais Merci, envie de merci. découvrir le mystère de Sven et ses pouvoirs magiques pour atteindre de telles performances. Mais d'abord, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien. Je suis rentré il y a une dizaine de jours là de Chypre, où on était à Limassol avec l'équipe de France de profondeur donc. Et depuis, je me suis quand même pas mal reposé. On en parlera un petit peu, mais pour moi, ces préparations aux mondiaux, profondeur ou piscine, c'est beaucoup de contraintes dans la vie, que ce soit sur la gestion de la nutrition, le sport en amont, la préparation mentale. Ça me prend beaucoup de temps au quotidien. Donc, d'un seul coup, de pouvoir ouvrir cette soupape, de lâcher un petit peu, je crois que pendant une semaine, j'ai pas remis les palmes. Et là, ça y est, je suis de retour à l'entraînement. Mais ça fait du bien, reposer et prêt à rattaquer une saison. Bah oui, parce que quand même, t'es un athlète de haut niveau, hein, donc c'est sûr. On a beau ne pas être payé comme des... Enfin, je dis on. Ouais, ouais, Le gars, ouais. il se prend trop Non, pour mais un champion. t'as raison. On a beau participer à des championnats du monde, on n'est pas payé comme des footballeurs. Pourtant, bah, comme tu le dis, ça exige un niveau d'entraînement, un niveau d'engagement psychologique, un niveau d'engagement financier aussi Tout à fait. très important. J'espère que tu as fait quand même la fête un peu là. Euh,
Je- je- Pareil, parmi les trucs dont j'aimerais bien qu'on développe un petit peu plus tard, et ça rejoint ce que tu dis là, il y a cette question de la fête qui pour moi, se place dans un niveau. J'ai fait la fête, je me suis détendu, mais j'ai pas vraiment fait la fête. J'ai beaucoup fait la fête quand j'étais plus jeune. J'ai 38 ans la semaine prochaine. J'ai eu des années autour de la 25-35 où je faisais beaucoup la fête, beaucoup trop la fête, où je suis tombé dans des dérives avec l'alcool, entre autres, assez vénères. Et c'est des choses que aujourd'hui, j'essaie de ne plus retourner, de ne pas retourner là-dedans. Je le vis très bien. Ça va faire 3 ans que je bois plus d'alcool. Ok. Donc je fais la fête de manière différentes. J'ai aussi un enfant en bas âge, donc la fête généralement s'arrête autour de 22h30. Mais voilà. Mais non, non, je me détends. Je prends du temps pour moi aussi, même si l'apnée me fait prendre beaucoup de temps pour moi, mais Hmm. là d'une autre manière, en faisant des choses plus détendues. Après, j'ai aussi beaucoup de boulot, comme tu dis. Tu parles de l'économie. Je suis là en pleine relance avec des sponsors, de recréer des dossiers de sponsoring, d'envoyer, d'aller chercher des gens, de rencontrer pour créer aussi, malgré qu'on soit dans un sport très individuel, essayer de créer une émulsion autour, une équipe avec un coach, des trucs, des machins. Et ça, bah, comme tu l'as dit toi-même, très justement, il faut de l'argent. On n'est pas un sport très médiatique encore. J'espère que ça le deviendra grâce à toi, entre autres. Et donc, il faut solliciter des partenariats auprès d'entreprises. Et là, je suis plutôt là-dedans en ce moment. Quand je t'écoute comme ça, Sven, j'ai l'impression que t'es et d'ailleurs, on s'est rencontrés, on avait bien rigolé. J'ai l'impression que t'es une personnalité très intense. Tu dis dans la teuf, t'as été loin dans l'alcool. Aujourd'hui, dans l'apnée, le mec, il se fait pas un championnat du monde, il s'en fait deux piscines Ouais. et profondeur. Et tu fais, mais franchement, mec, tu m'as fait halluciner sur le live. T'as plongé à 96 mètres, bipalme, elle est propre. Ta sortie, elle est clean. T'es là, la surprise Narbonne, quoi. Bam! C'était trop beau. Et au Japon, tu nous cales des 212 en DIN. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de d'intense et que quand tu te Tout lances à dans un fait. projet, c'est 110% ou rien du tout? Tout à fait, exactement, exactement, et que le projet soit dans le chaos ou dans la profondeur, j'ai toujours été intense. C'est aussi quelque chose que l'apnée m'apprend, c'est-à-dire le temps que ça peut prendre, le temps des choses. Et l'apnée m'a aussi appris qu'on n'obtient pas tout de suite. Et entre autres, on peut reparler d'Émile, qui me coach, en plus d'être mon ami, dont on avait fait le podcast ensemble. Euh, Avec Émile, j'ai aussi appris à prendre ce temps-là. C'est-à-dire, on va pas faire 80 mètres, et puis la fois d'après 90, et puis voilà, tu vois, dans l'apnée, il faut avoir une lucidité sur soi-même que tu n'as pas forcément dans d'autres domaines pour pas se blesser. Et typiquement, au NAC cette année, Nice Abyss Contest 2025, super compétition organisée à Nice par le SIPA. Euh, J'étais un peu malade. Il se trouvait que je l'ai su après coup que j'avais le Covid pendant ma plongée à Nice. Et Ouais, j'étais donc un peu pris. le 5 juillet 2025, t'as beau plonger à 78 mètres en bipalme et 83 mono en bipalme, ça t'empêche pas J'étais de... 83 en bipalme, ouais, ouais, ouais. J'étais 83 en bipalme avec le Covid, mais dans cet endroit d'aller toujours un peu plus loin, mine de rien, à 80 mètres, je me suis explosé le tympan. Ah merde, ah Euh, putain, je savais pas cette voilà, info, ça. ouais. Donc j'étais en préparation pour les mondiaux. Il fallait que je fasse 85 pour être sélectionné en équipe élite AIDA, équipe de France AIDA élite. Et il se trouve que je fais 83. J'avais ensuite prévu d'aller en Corse pour le training camp chez Abdel au Hmm. Cormoran. Sur cette plongée-là, avec le nez pris, tout un tas de paramètres moyennas, une mauvaise nuit, à 81 mètres, je sens l'oreille droite qui Ah pop, putain. quoi. Et Et t'as fait un trou, je suis allé t'as chercher. fait un blast? J'ai fait un tout petit trou, Ok. tout petit trou que je suis allé vérifier chez le médecin et qui m'a valu 4 semaines d'arrêt. Donc, j'ai pas pu aller m'entraîner au training camp du Cormoran. Mais ça a été salvateur. Je me suis bien reposé et à partir du 20, donc j'ai pu être sélectionné malgré tout en équipe de France avec cette performance que j'ai fait au NAC à 83 qui a été validée. Et ensuite, à partir du 20 août, j'ai pu remettre la tête dans l'eau et on est reparti de 50 pour arriver à 96 au championnat du monde. Donc, ton coach, c'est Émile Thibault. Vous êtes au Ouais. Massilia Sub Marseille. Euh, Comment tu décrirais ta... En fait, tu te rappelles quand on s'était vu au Nice Abyss Contest,
un moment, j'ai vu un truc que tu faisais que j'avais pas compris. Je te voyais faire de l'hyperventile dans ton protocole. Et là, je m'étais dit, tiens, mais je croyais que l'hyperventile, on avait arrêté, que ça faisait plus du tout partie du délire, même des athlètes de haut niveau. Dimitri Chavas, à un moment, le Sûr. faisait, il a arrêté parce que il s'était pris un bateau, enfin, ça l'avait pas aidé dans ses dives. Et je me suis dit, tiens, et réintègre de l'hyperventile. Est-ce que fais quelque chose de différent avec Émile? Enfin, est-ce que vous avez une recette magique à tous les deux? Non, on essaie de beaucoup se remettre en question. Je ne sais pas si on y arrive, mais on essaie de. Émile est quelqu'un de très très intéressé par tout ce qui se passe dans le milieu de l'apnée et il est tentaculaire sur ce qui se passe. Donc il a un œil sur tout. Il m'envoie des dizaines de vidéos d'entraînement par jour sur tiens, on pourrait faire ci, on devrait essayer ça, regarde ce qu'ils font là-bas. C'est panoramix. En ça, je te l'accorde. Il a vraiment toutes les potions, toutes les recettes, machin. Après, comment on les applique à chacun, chacune. C'est là que moi j'interviens aussi avec ce que je suis, c'est que je sais ce qui marche pour moi. Je sais que c'est pas forcément physiologique, mais il y a beaucoup de psychologique. Ce que j'ai intégré depuis un an là dans ma préparation pour les plongées profondeur, c'est qu'à 3 minutes avant le départ, je rigole, je me force à rire pendant Ouais, 30 à 40 secondes. c'est trop Donc c'est drôle. un rire Ouais. Mm. forcé où je vais chercher Ouais, ouais, des voyelles, des exactement. Ouais, et je m'entraîne à ouais, rire et ça me crée un espace de détente. ouais. Mm. Est-ce que ça a une conséquence physiologique sur quoi que ce soit? J'en ai aucune idée, Et bah, mais je m'en fiche. c'est une technique que font les surfeurs de gros quand C'est des pas vrai. séries arrivent. C'est quelque chose qui va baisser le rythme cardiaque, qui va libérer des bonnes hormones et qui va calmer. Et j'avais fait c'était le sujet de mon mémoire en BPGEPS, c'était l'apnée survie, c'était l'apnée survie. Et une des techniques, c'était le rire. Et avant une grosse Génial. série qui t'arrive sur la gueule, tu te forces à rire. Bien sûr, tu fais une charge poumon pleine et tu plonges, mais le rire, et je fais ça aussi avec mes élèves, et c'est vrai que des fois ça marche, mais c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément faire toujours en compétition, parce que c'est différent, parce qu'on a peur de passer peut-être parfois pour un idiot, mais sourire ou faire un fake smile, d'ailleurs il y a une étude qui montre que faire un faux sourire pendant 10 secondes utilise les mêmes muscles et donc crée les mêmes réactions dans le cerveau, donc forcément oui, enfin, ça a un impact positif, oui. Ouais. Mais sur la question du regard extérieur, dans mon métier, dans la vie civile, on va dire, je suis acteur pour le théâtre. Donc, si tu veux être idiot, ça me va, je m'en Mhm. fiche. Et du coup, c'est vraiment quelque chose. Au mondiaux, j'ai fait ça, j'ai rigolé. Et effectivement, j'avais prévenu Cédric Palerme, qui était capitaine de l'équipe de France avec Clémentine Marie, en co-capitaine. Et je les ai prévenus, je leur ai dit, voilà, je vais rire, attention, ça peut vous faire rire, ça peut ne vous déconcentrez pas parce que je vais rire. Et pour moi, c'est assez sérieux, ce rire. Ok. Et ensuite, à Euh, partir de 2 minutes, si tu veux, j'ai tout un tas de protocoles respiratoires qui me font du bien psychologiquement, qui incluent de l'hyperventilation, mais qui est pour moi pas comme une recette magique. C'est pas quelque chose, je m'y hmm. retrouve pas en me disant je suis en train de faire de l'hyperventilation. Non, je suis en train de me préparer Donc c'est et dans le ça cadre me, d'un protocole de relaxation mentale. oui, Quand tu fais de l'hyperventile, tu ne cherches pas à retirer du CO2. C'est juste dans ta logique de relaxation mentale. c'est pour ne pas penser à autre chose. Parce que D'accord. j'ai peur, j'ai peur quand je plonge, j'ai peur avant de plonger, à 2 minutes avant de plonger, quand j'ai un câble à 70, 80 mètres, j'ai peur. Et donc, pour ne pas me laisser envahir par les pensées sombres, qui sont la peur de mourir, par exemple, qui m'arrive souvent, je préfère avoir un protocole très carré, Hmm. ce qui me permet, sur ces 4 dernières minutes avant de plonger, d'être très serein sur ce à quoi j'ai à penser. Et ensuite, j'y vais et je me libère et j'essaye vraiment de créer bah, je fais beaucoup de méditation à côté aussi. Je pense que toi, tu dois en faire pas mal aussi, La pour essayer méditation? d'être. Pas Ouais, trop. ok, ok. Non. Bah, dans Mon délire en ce l'enchaînement moment, du c'est yoga, j'aime de bien. mon délire en ce moment, c'est de méditer sur du bench press et de soulever le plus lourd possible. Ça me fait un bien fou dans le corps et dans la tête. À l'opposé Ouais, c'est total de de la l'apnée. Le méditation mec, il va à la active, salle, quoi. il Ouais. soulève des grosses barres.
Mm. Non, donc ouais, voilà, le protocole effectivement sert plutôt c'est un protocole mental plus qu'un protocole physiologique où je vais chercher des effets d'une telle ou telle ventilation. Ok. Bah merci, ouais, ça répond à ma question. Et c'est très important que tu parles, c'est intéressant que tu parles du rire, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui va devenir enfin, à la mode ou qui pourra faire Ouais. partie du protocole de relaxation d'autres athlètes. Mais tu Sven, vois, quand on s'entraîne, pardon, je te dis juste ça par rapport au Massilia, quand on s'entraîne au Massilia, ce qui est assez intéressant quand on est nombreux et nombreuses à plonger à des profondeurs au Massilia, on commence à être pas mal entre 50 et 70 en profondeur. Il y a une vraie émulsion aussi, c'est-à-dire que ce que l'un va faire, tu le retrouves dans la prépa de l'autre, et puis ce qui fait l'autre, tu te dis, ah tiens, c'est intéressant, j'essaye de le faire aussi. Et donc, vu qu'on est une petite dizaine à plonger dans ces eaux-là, il se passe toujours un truc que l'autre fait, tu dis, tiens, je vais essayer, ça m'intéresse. Et ça, c'est génial. Parce que on est un sport où on plonge seul, mais on est entouré par les sécus, les entraîneurs, les camarades. Et tout ça, ça crée vraiment une énergie de groupe qui est fondamentale, à mon avis, pour pas garder un sport très hmm. individualiste, sinon. J'ose te poser la question, Sven ou pas? Vas-y, Prochain Français à 100 mètres? j'espère. J'espère Oui, 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 moi je suis prêt. En tout cas, j'étais parti pour ça, c'est de la cuisine interne, comme dirait l'autre, mais j'étais parti pour les mondiaux pour faire 100 mètres. C'était mon objectif. Avec Émile, Émile n'était pas forcément d'accord. Lui, il aurait préféré me limiter à 96. J'ai écouté mon coach. Pour plusieurs raisons. Je l'ai écouté parce que j'étais malade toute la semaine en arrivant à Chypre. J'ai un rhume qui m'a pris, donc j'avais les sinus bien bouchés et que j'ai lutté pour mes deux plongées d'entraînement, c'est 70 au lieu de 75 et 50 au lieu de 75, en me disant, là, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit d'autre. Donc c'était des Hmm. plongées difficiles. Miracle du corps et de la vie. Le jour J, j'ai réussi à passer les sinus. Tout s'est passé correctement et dans une détente qui apparemment est visible en plus à la vidéo, donc tant mieux. Mais j'avais en tête, on a fini l'entraînement à Marseille le vendredi avant que je prenne l'avion pour Chypre. J'ai fini par une plongée à 95 mètres, Voilà. ce qui m'ouvrait la porte des 100 mètres aux mondiaux, Ouais. vu qu'on n'a pas le droit de faire un bond de plus de 5 mètres entre Ouais. deux plongées. Ouais. Donc j'avais ça en tête. Je l'ai Il faut pas le fait rappeler pour aux du. gens, 95 mètres à Marseille, c'est pas 95 mètres à Chypre. Parce que les Non. conditions marseillaises, c'est comme si tu avais fait déjà un 100 mètres à Chypre. Oui. En plus, on était dans une condition assez difficile. Il y avait beaucoup de méduses, c'est relou, mais il y en avait. Pas mal de courant et une eau qui était à 17 en surface et 14 à 15-16 mètres. Ouais. Donc Bon, c'était intense. j'en connais un qui va toucher les 100 mètres bientôt. L'idée, c'est ça. Et puis, j'aimerais, on verra, mais peut-être te rejoindre d'ici la fin de l'année 2025 à Dahab pour aller chercher ça avec un groupe de Marseillais. Voilà, c'est dans les tuyaux. On aimerait, avec un César qui commence à plonger profond aussi, il est pas loin des 80 mètres en immersion libre, avec Émile, avec moi, avec d'autres, peut-être venir rendre visite dans ton joli Dahab et aller voir ce qu'il y a au fond du Blue Hole. Marseille bébé à Dahab. Eh ben, on aime ça. Exactement. Sven, comment t'as découvert l'apnée? Est-ce que c'était quelque chose de thérapeutique pour toi à la base? Euh, j'ai découvert l'apnée. En fait, moi, j'ai grandi du côté de Bandol, dans le Var, pas très loin de Toulon. Euh, j'ai très vite été sur l'eau. Mon père a été entraîneur national sur du bateau, en voile. Donc, j'ai très vite grandi sur les bateaux. Là, j'ai toujours été en contact avec la mer. À 16 ans, le seul cadeau que je voulais avoir, c'était une arbalète pour faire de la chasse sous-marine. Avant ça, j'avais des petites fouines, des petites choses. Donc, je passais mon temps soit sur l'eau, soit sous l'eau. Hmm. Et très vite, j'ai aimé chasser, j'ai aimé pêcher. Je pêchais avec mon grand-père qui habitait à Toulon. Donc voilà, j'étais constamment en contact avec la mer Méditerranée. Et la chasse sous-marine m'a amené à me dire que pour être meilleur chasseur, il fallait que j'allonge mes apnées, que je développe ce temps d'apnée-là. J'habitais à ce moment-là à Lyon pour mes études et j'ai trouvé un club qui s'appelle le club du Loup Pendu à Rieux-la-Pape, euh, qui était à l'époque, enfin, ou encore aujourd'hui, avec un entraînement, la sportive Frédéric Cordier,
qui à l'époque était championne de France et record woman de France en DNF, Dynamic No Fins. Et là-bas, j'ai découvert l'apnée en piscine. Et je suis tombé complètement amoureux de ce sport. Euh, J'avais un passif de compétiteur en équipe de France de voile. J'étais en laser à l'époque. Donc, le rapport à la compétition dans l'apnée, je l'ai tout de suite transposé voilà, entre la voile et l'apnée. Donc, je suis assez rapidement rentré en compétition. Ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai emménagé ensuite à Marseille en 2022. J'ai rencontré Morgane Bourkis et Émile Moll, Thibaut Émile. Oh là là, je Et viens de lâcher un dossier là. ouais, pardon. Et Émile et Thibaut Émile Émile. Thibault, Émile Thibault. Émile Thibaut, voilà. Et celui-là. Et, euh, et donc, j'ai fait une première sortie avec Morgane qui m'a un petit peu dit, bah, l'apnée, regarde ce que c'est aussi sous l'eau, ça peut être intéressant. Et moi, j'étais pas trop fan de l'idée. Et je me rappelle très bien, la première apnée que je fais, c'est le 5 février 2023 et je fais 37 mètres et je me dis, ah oui, d'accord, il se passe un truc différent dans l'eau, en profondeur, que en horizontal. Ouais, Et à partir de là, c'était parti, quoi. C'était ouais. parti, 37, 40, 50, 60. Le premier NAC, je fais 62. En l'été 2023, c'est mon premier Nice Abyss Contest, je fais 62. L'année d'après, au championnat de France, je fais 81. Et là, cette année, donc troisième année de compétition, je suis à 96 aux mondiaux. C'est parti. Et oui, c'est thérapeutique. Oui, ça me sert dans ma vie de tous les jours. Oui, ça me calme. Oui, ça me fait du bien d'avoir ce rapport extrême à ce sport qui lui-même est extrême. Sven, tu as progressé très vite. Est-ce que tu dirais que tu fais partie des chanceux qui ont une compensation facile? Non, je dirais que je travaille à sec énormément. J'ai pas de problème, j'ai sûrement pas de gros problèmes à compenser. Alors je vais faire un parallèle avec une petite digression, mais quand j'étais au conservatoire pour le théâtre, j'avais des cours de chant. Et en cours de chant, on apprenait à bâiller pour bien ouvrir le palais mou. Hmm. Et on apprenait à placer le son, le souffle, sur les cordes vocales pour que les notes sortent directement. Ça, j'ai bossé pendant 3 ans en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne veux pas être chanteur, laissez-moi tranquille. Et il se trouve que d'avoir bossé là-dessus pendant longtemps, d'un seul coup, toute cette gestion du palais, de placer la langue, de cette sphère-là, si tu veux, je pense que ça m'a permis de la comprendre, parce que vu qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse là-dedans, c'est difficile à savoir qu'est-ce qu'on contracte ou pas. Mais j'avais déjà des pistes, des routes, des choses qui s'étaient ancrées grâce à ce travail que j'avais fait au conservatoire de théâtre. Et d'un seul coup, de transposer ça avec un autovent dans le nez très vite, j'ai été à l'aise avec l'autovent. Le fait l'autovent, c'est un outil pour ceux qui connaissent pas, qui permet de travailler la compensation à sec. Hmm. En tout cas, un petit peu de comprendre un peu ce qui se passe dans la bouche. Et, euh, et donc, je pense pas que je pense pas que j'avais une chance naturelle sur certaines choses. J'ai aussi beaucoup travaillé, mais voilà, c'est un parcours de vie qui m'a amené à réussir avec le mouse feel. Je fais partie des gens qui compensent en mouse feel. Pour l'instant, en séquentiel, c'est-à-dire que tous les 3-4 mètres, je remets un petit coup Hmm. je mets une pression sur ma bouche pour débloquer mes oreilles. Ouais. Frenzel Fata Euh, séquentiel. Ouais, alors moi, et tu vois, pareil, moi, et Émile m'a toujours dit, tant que ça passe, il faut pas trop intellectualiser le truc. Et je suis complètement d'accord avec lui. Ouais, ouais. Parce que Des on fois, a il faut vu pas des tout gens, mentaliser, hein. tout à fait, et on a vu des gens en Massilia qui ont voulu apprendre les techniques de compensation, le mouse feel, le ci, le là, avant même d'être à des niveaux où ils étaient bloqués. Et Hmm. en fait, ça les a bloqués plutôt que Ouais. ce que ça aurait dû. Rester sur la compensation instinctive, comme Ouais, dirait tout Pascal à fait, Huron. tout à fait. Ok, ok. Sven, quel est ton meilleur et ton pire souvenir en apnée? Je crois que j'ai vraiment. Je crois que. Ok, j'ai une réponse pour toi. Je crois que toutes les plongées que j'ai faites, je vais faire une réponse un peu politique et ensuite j'essaierai d'entrer dans le détail, mais toutes les plongées que j'ai pu faire,
sont à la fois les meilleurs et les pires. Parce que dans chacune des plongées que je fais, je ne me rappelle pas de toutes, mais quand même une grande partie, il y a des moments de doute à la descente, à la remontée. Et il y a des moments d'extase et de bien-être total. Et de dire, je trouve ça, en fait, je trouve ça un petit peu menteur, pour ma part, hein, les gens qui sortent de l'eau et qui disent Wow, it was amazing, c'était exceptionnel cette apnée, j'étais détendu d'en haut en bas. Moi, je ne crois pas trop à ça. Je pense qu'il y a des moments où il y a toujours, dans n'importe quelle que soit elle peut être très agréable au final, mais c'est une perception après coup que tout va bien, tu es sorti, tu as fait ton signe, tout va bien, elle était exceptionnelle, je ne dis pas le contraire. Mais quand tu étais à 50 mètres en train de faire ta recharge et que tu avais une oreille qui passait moyen parce que tu avais ton néoprène collé sur une oreille, tu vas pas me dire qu'à ce moment-là, tu étais heureux. Et je pense que toutes les plongées sont des alternances entre je suis hyper bien et putain, qu'est-ce que je fous là. C'est du contraste. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, Mais du contraste, encore une fois, extrême. Et c'est ça qui, je crois, m'intéresse ouais. aussi. Mais je crois que c'est la définition du bonheur, hein. Le bonheur, c'est Ah que ouais? quand on compare avec ce qui est négatif. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, je le dis souvent sur le podcast, j'aime chérir la citation euh, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, qui disait nous sommes aussi riches de nos misères. Et il faut parfois les chérir parce que ça nous permet de donner du contraste. Et ça, Tout à fait. on apprécie plus les belles plongées et les moments de bonheur quand on a pu toucher du doigt les problèmes. Tout à fait. Et je pense que les problèmes, il y en a dans toutes les plongées, comme il y a du bonheur dans toutes les plongées. Après, concrètement, le 83 mètres où je m'éclate le tympan au NAC, c'est pas une plongée agréable parce que ça, par la suite, ça remet en question tout mon emploi du temps, toute ma séquence que j'avais prévue pour travailler. Mais en fait, après le recul, après les mondiaux, ben, c'était d'avoir pu prendre 4 semaines de off et d'être calme pendant 4 semaines et de penser à autre Hmm. chose. Ça m'a fait un énorme bien aussi. Donc, j'ai assez confiance en une espèce de flow. Je ne vais pas parler de destin, mais le corps, il y a des choses que le corps sait, il y a des choses que le corps fait de l'ordre de l'inconscient. Et si ça veut, ça veut. Si ça veut pas, ça veut pas. Et ça, je Hmm. pense que je l'ai appris avec l'apnée. Quand on regarde tes résultats sur Freedive Ranking, on peut voir que toi, tu dévores du carton blanc. Il y a, oups, un petit carton jaune qui est arrivé une fois, mais aucun carton rouge, aucun blackout à la surface, aucun deep blackout. Euh, Est-ce que le blackout, c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu considères ne pas faire partie du process? Et je te pose la question parce qu'on a pu voir récemment sur les réseaux sociaux des vidéos, des vidéos de freedivers crachant du sang, sortant dans des états pas possibles. Et j'ai l'impression que ça banalisait un peu les blessures dans le milieu de l'apnée. Très intéressant. Merci de poser cette question. Est-ce que tu sais où est-ce que j'ai eu un carton jaune? Parce que j'en ai pas le souvenir. C'est pas précisé là. Ah, c'est juste que tu n'as pas fait. Tu avais annoncé 81 mètres à Villefranche au Ah championnat de oui, France championnat de France. 2024 Et et j'ai fait tu as fait un 56. early turn à 67. Ouais, ouais. Ça va, c'est bon. Ok. Bah là, encore une fois, c'est un moment où je m'étais écouté et ça passait pas, donc j'ai dit allez, stop, on arrête tout de suite, Hmm. plutôt que d'aller se faire mal. Ok, hyper intéressante question. Encore une fois, c'est Émile. Euh, il vaut mieux faire un carton blanc que se faire mal. Ça, c'est un petit peu la politique de Un la carton maison jaune, tu veux Maxime. dire, ouais. Ouais, ou même il vaut mieux annoncer plus bas et faire un Oui. carton, enfin moins profond ou sentir. Il vaut mieux ne pas aller au carton rouge, c'est-à-dire au blackout sous l'eau, en piscine ou en profondeur, et essayer toujours de garder cette petite lucidité-là. Je m'entraîne sur le temps long. Euh, c'est Florent, un des piliers du Massilia créateur, qui disait l'apnée, c'est le temps long. Et je suis d'accord là-dessus. Et Arnaud, Gérald, avec qui on a la chance de s'entraîner l'hiver à Marseille, je pense que sur son freediving ranking, il n'a pas beaucoup de cartons rouges non plus. Non. Parce qu'il est il est conservateur dans ses plongées. Et c'est quelque chose qui me parle. C'est-à-dire, on fait
à peu près ce qu'on sait faire. On va pas aller se rajouter. Si ça fait mal, si à 75 mètres, on a un problème de compensation, on va travailler pendant 4 séances à 75 mètres. Tant pis. C'est pas grave, en fait. Ça va mettre 10 jours, 2 semaines, et puis on va comprendre. Et puis s'il faut remonter à 72, on travaille à 72. Donc, c'est comme ça que je travaille en piscine et en profondeur. Euh, Premièrement. Et deuxièmement, par rapport au blackout, moi, quand j'ai commencé l'apnée, il y avait une espèce de théorie où on disait ton max en piscine, c'est quand tu blackout. Donc, il y a eu d'un seul coup toute une période de gens qui ont essayé D'aller au d'aller le blackout. plus loin possible, d'aller au blackout, qui considéraient du coup une distance atteignable. La Fédé a tout de suite lutté en disant non, non, en fait, c'est pas une technique d'entraînement, c'est pas une technique de compétition. Donc, plus de 2 blackouts ou 3 blackouts dans la saison, c'est fini. Tu ne fais plus de compétition cette saison. Et ces temps de repos entre les blackouts, je trouve que c'est hyper important pour dire à chacun, chacune, ça ne peut pas être une technique pour s'entraîner. Euh, En revanche, l'apnée en profondeur étant jeune, quand même, médicalement aussi, euh, la gestion des blessures est pour moi encore beaucoup trop tabou. Mhm. Euh, de faire un squeeze, un petit déchirement, un petit ou un gros déchirement des alvéoles pulmonaires au niveau des bronches, il y a des différences entre un squeeze à telle profondeur, un squeeze à telle profondeur. Il y a des différences aussi entre une pétéchie. Il y a des mots scientifiques qui commencent à apparaître sur ces Ah, la choses-là, sur pétéchie, ces c'est quoi accidents. déjà ça? Ah, ça, il faudrait voir avec Émile. Il a participé à développer la thèse d'un docteur sur les pétéchis. Ce sont des liaisons, des liaisons, des lésions qui sont plus petites que des déchirures. Ok. Donc, C'est comme si des tu suçons, veux, je crois. exactement. En fait, oui, bah Tu du donnes. coup, on avait discuté beaucoup avec Émile et il m'avait envoyé les vidéos. Il a été allé plonger à 50 mètres et ensuite il allait été faire des. On lui avait mis une caméra dans les bronches, les bronchioles pour aller voir jusque. Enfin, les alvéoles c'est trop petit, mais et du coup en fait on voyait que c'était blindé de sang et c'était comme des suçons. Et en fait c'était pas déchiré, mais c'était des résidus de sang. La vidéo est très impressionnante. On avait discuté ensemble, on avait hésité à la partager sur le podcast de la FF parce que ça restait encore quelque chose de difficile à expliquer et ça pouvait faire peur. Ouais, tout à fait. Mais je pense que malheureusement, parce que ça fait peur et parce que on comprend pas tout ce qui se passe au niveau des poumons quand on fait des plongées profondes comme ça, ben, ça crée un tabou, en fait. Et du coup, il y a des gens qui vont plonger, qui vont remonter, qui vont avoir un petit peu de sang dans la bouche, qui vont préférer le cacher plutôt que de le Ouais, montrer à leur instructeur ou instructrice, parce qu'ils se disent, j'ai payé une semaine de ouais, machin, si jamais je peux plus plonger pendant 3 mois, c'est chaud. ouais, Alors qu'il y a comme tu dis, il y a un suçon, il y a des suçons qui, bah, en 24 heures, ça peut être résorbé. ouais. Il y en a où il faut vraiment absolument pas plonger. Je trouve que tout ce tabou autour des blessures n'est pas bon pour l'apnée et qu'il Hmm. faudrait, et le temps viendra, mais se pencher encore plus sur les vrais temps de repos qu'il doit y avoir entre tel ou tel ou tel accident et bien définir les accidents et pas dire bah, si tu tousses rouge, c'est fini pendant 3 mois et Ouais. c'est tout. Donc Voilà. ça, Mais c'est c'est fini pendant 3 mois. C'est la jurisprudence, on va dire, de Carl Willem, le médecin hyperbare de Nice, qui disait de toute façon, si on crache du sang, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur. Le temps de tout à fait. cicatrisation à l'intérieur du corps est de 3 mois à l'extérieur du corps, c'est 1 mois, c'est 4 semaines. Donc il partait de ce principe-là. Mais du coup, crachat de sang à l'entraînement, bim, ça veut dire quoi? 3 mois sans entraînement. Et quand on discute entre freedivers, on dit, mais non, bah moi j'ai squeezé, puis en fait j'ai recommencé à plonger graduellement une semaine après. Mais c'est vrai qu'on sait jamais vraiment de quoi on parle. Est-ce que c'est des petits Tout à vaisseaux fait. dans la trachée? Est-ce que c'est un suçon? Est-ce que c'est la barrière alvéolaire qui est brisée? On est encore dans l'inconnu et tout reste à définir. Comme tu le disais, l'apnée est un sport jeune. Euh, mais le tabou est présent et moi-même le premier, j'ai parfois craché dans ma main et j'ai rien dit. Il y avait du sang. Mais c'est important d'en discuter avec son instructeur et de trouver des réponses et de comprendre ce qui s'est passé pour toujours améliorer ses plongées par la suite. Parce qu'on se met en danger quand même. C'est vrai que, il faut avoir un instructeur, une instructrice qui soit capable d'être à l'écoute et pas, bon après ça dépend du caractère de chacun chacune, hein, mais qui soit pas complètement fermé sur l'idée de pouvoir en Mm. discuter.
Mais il faut aussi se dire que bah, si on te dit d'arrêter de plonger, bah, c'est aussi pour protéger les Hmm. poumons et c'est important. Ouais, c'est assez important. Sven, j'ai l'impression que le Masia Sub Club à Marseille, il a une culture de club de champion. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment c'est une semaine type avec le Masia Sub, qui sont les Tout à fait. coachs, comment vous entraînez en deep, en pool, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le club depuis 20 ans et c'est un peu la mascotte? Quelle est cette ambiance interne du club du Masia Sub à Marseille? Alors, je vais essayer de t'en parler. Je suis sûr que d'autres en parleraient beaucoup mieux parce qu'il y a des anciens, il y a des piliers, effectivement, que ce soit David, qui est désormais le nouveau président du club, ou Morgan Pour Bourkis, Kiss? qui était Hmm. donc voilà, champion du monde en brasse en profondeur, qui a dépassé les 100 mètres à Marseille en monopalme, enfin qui est vraiment une figure de l'apnée internationale. Ouais. Donc Morgan, le club s'est un peu construit autour de Morgan et de tout un tas d'autres personnes, Greg, Florent, dont on parlait. Là, ça remonte, j'aurais pas les dates précises. Mais voilà, dans un premier temps, il y a eu ce club qui mêlait travail de piscine pour préparer la profondeur. Il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés au Massilia qui ont travaillé avec des entraînements de Morgan qui étaient très sportifs. Encore aujourd'hui, quand Morgan fait des entraînements en piscine, ce sont des choses qui sont c'est des entraînements difficiles. On a des créneaux de plus de 2 heures en piscine, donc à la fin, on est Oxy. cuitos de chez Cuitos. Donc il y a une vraie culture il y a eu à la création une vraie culture de la compétition. Ouais. La sensation que j'ai eue quand je suis arrivé, moi, au club, c'est qu'il y avait essentiellement Émile qui faisait de la compète. Moi, je suis arrivé en janvier 2023. Il y avait deux, trois parties. David en faisait un petit peu aussi, mais la compétition, et Morgan en avait un peu arrêté aussi en profondeur. Donc moi, Ouais. je suis Morgan revenu Bourkis, avec. on rappelle quand même, c'est un mec qui fait 227 en DIN en compétition, qui fait 105 en film, qui fait 106 en monopalme, qui fait 91 mètres en CNF. Donc Ouais, oui, c'est quand même un champion qui est à l'origine aussi de cette ambiance de compétition au sein du Massilia Sub Club. tout à fait. Tout à fait. Et quand moi je suis arrivé, il y avait ce rapport-là, mais il y avait aussi un rapport de découverte, de loisir, c'est-à-dire de dire bah, un bateau, ça peut aussi servir, on peut faire du câble, mais il faut que la moitié de la séance soit dédiée à aller voir les poissons, parce qu'on a la chance de plonger dans un endroit merveilleux qui est le parc national des Calanques. Ouais. Euh, et c'est fantastique, donc tu as de la vie, il y a vraiment un univers marin, il y a des barracudas, des dentis, des dorades, ce que tu veux. Voilà, donc il y a aussi cette partie-là, il y a une partie des gens qui venaient au Massilia aussi, qui viennent au Massilia, pour découvrir cette vie sous-marine et cette manière de plonger un peu plus loisir. Quand moi je suis arrivé au club, j'ai tout de suite dit que je voulais faire de la compétition, en tout cas en piscine. Ça a motivé certaines. On s'est retrouvé à des compétitions à 3, 4, 5 du Massilia. Il y a une vraie dynamique, un vrai souffle qui est reparti. Où on a commencé aussi à se dire, ben voilà, maintenant on fait un groupe compétition dans le Massilia, donc c'est bêtement un groupe WhatsApp où on commence où on dit qui va où. Le Massilia nous aide historiquement aussi avec quelques défraiements à droite à gauche pour aller faire de la compétition, parce que comme tu disais, ça coûte cher. Et ensuite, cette envie en piscine a débordé sur la mer, sur la profondeur, et d'un seul coup, on s'est retrouvé dans un club où ça plongeait autour des 50 mètres, entre 30 et 50 mètres. On s'est retrouvé à être nombreux et nombreuses, surtout nombreux pour l'instant, à plonger au-delà de 50, 60, 70. Ça crée des problématiques qui sont normales et saines, parce qu'une association, on est tous bénévoles là-dedans. Moi, je suis en train de passer mon IE pour devenir encadrant. On a chacun et chacune des envies sur ce que doit être une association et il faut réussir à partager ces envies et réussir à cohabiter ensemble. Donc on est à un moment là où il y a un désir fort de faire de la compétition, mais pour ça, ça veut dire trouver de la profondeur, donc beaucoup naviguer. À Marseille, on n'est pas comme Ouais. à Villefranche, il faut naviguer 20-25 minutes pour avoir 90 mètres de fond Ouais. et plus.
Donc ça veut dire une grosse sécu, grosse gestion de la sécu, arrêter les plongées pour que moi, typiquement pour les mondiaux, je puisse faire une seule plongée. Donc c'est toute une logistique qui ne plaît pas forcément à l'ensemble du club, ce qui est Mm. compréhensible, où des gens disent, bah non, en fait, moi j'ai envie de faire ma sortie du week-end tranquille, où j'ai envie d'aller sur des câbles à 40, 50, où j'ai envie d'amener des gens nouveaux aussi, ou qui peuvent découvrir du 10-15 mètres et ensuite aller voir la faune et la flore subaquatique qu'on a là, qui est fantastique. Donc on est aujourd'hui dans cet entre-deux, hein, où il y a un fort désir de compétition et un fort désir d'exploration. Et on essaie, c'est la vie, hein, de faire rentrer, de faire cohabiter ces deux dynamiques qui existent au sein du club. Top, merci. Et bah tu vois, ça va couper dans 1 minute. Je te propose, Sven, on se Ok, retrouve sur le même lien. Sven, je te propose qu'on passe sur une partie un petit peu plus rigolote de cette interview, les questions loufoques. ok. Imagine, tu peux voyager, je ne sais pas pourquoi, mais je suis fan de cette question en ce moment, je la pose à tout le monde. Si on avait une machine pour voyager dans le temps et dans l'espace, tu peux aller dans n'importe quel pays où tu veux, où est-ce que tu irais et pourquoi? Des fois, on a des réponses qui sont tellement touchantes, ou d'autres qui révèlent des Ouais. projets et des idées folles. Je pense que j'ai pas forcément une temporalité de dire bah j'aimerais bien être à telle époque, bien qu'il y a une ouais moi c'est assez lié à l'apnée hein, euh, mais d'aller jeter un œil du côté des débuts des compétitions, ce qui a formé le film Le Grand Bleu, d'aller croiser Mayol, d'aller voir. Alors, je vais être plus précis. J'ai vu une vidéo qui est la première vidéo enregistrée sous l'eau par Cousteau, qui s'appelle, je crois, elle se retrouve sur YouTube, un jour de pêche aux Zambiers, un truc comme ça. Et c'est la première fois qu'on met une caméra sous l'eau dans un caisson, hein. C'est le premier caisson Ouais. qu'invente Cousteau au tout début de sa carrière. Et il part avec un chasseur qui va en mois de novembre, il me semble, avec une arbalète qu'il a construit tout seul sur l'île des Ambiers, qui est un très bel endroit dans le Var. Et il va chasser entre 3 et 6 mètres de fond. Et il y a une vie sous l'eau qui est magnifique. Il y a des liches, il y a des dentilles, il y a des mérous immenses. Et c'est sublime. Et je trouve que s'il y a un moment que j'aimerais bien voir, s'il y a un endroit, c'est dans la mer Méditerranée. Et s'il y a un moment, c'est quand il y avait encore de la vie et pas que du plastique. Merci pour cette réponse, Ven, qui me fait bader. Et oui, on le rappelle, la Fondation Ellen MacArthur considère qu'en 2050, il y aura plus en tonnage de plastique que de Tout à fait. poissons. Les poumons bleus, le plancton produit 50% de notre oxygène et le plastique et toutes les pollutions diverses fait en sorte que bah, on produit moins d'oxygène dans les océans, qu'on absorbe moins de CO2, ce qui accentue le dérèglement climatique. Bref, on pourrait en parler des heures. Donc, si on peut agir au quotidien, j'aime pas dire ça, mais parce que j'ai l'impression qu'on est tellement impuissant et au final, on est puissant. Mais bon, ok. Donc, profiter de la biodiversité à l'époque où elle était moins atteinte à cause des hommes. Ouais, il y a des petits rêves d'exploration, de découverte. C'est très égocentré, mais tu vois, de l'exploration. Moi, j'ai un enfant qui a 6 ans qui rêve là d'être explorateur. Et c'est vrai que c'est un rêve de gosse de voir des choses pour la première fois. Encore une Mm. fois, c'est un rêve très auto-centré, mais ouais, j'imagine ce pêcheur aux Ambiers qui se rend pas compte que 60 ans plus tard, il y aura plus rien aux Ambiers, quoi. Mm. Si tu pouvais laisser une capsule audio pour ton fils de 6 ans, qu'il écouterait quand il aurait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais, ton fiston? Bah, je dirais que je l'aime. Et je lui dirais de toujours faire ce qu'il veut. Ok. C'est ce que tu veux. J'ai posé Faire cette ce qu'on veut. question à Jean-Marc Barr il y a quelques Ah, jours, l'acteur qui joue Jacques Mayol dans le film de Luc Besson, tout Le à Grand fait. Bleu, et il m'a répondu en 2 lettres. Il m'a dit, il disait à son fils, parce qu'il a un petit-fils de 10 ans, Jude, et il disait Have fun.
Have fun. Tout en Ouais, rigolant, en fumant sa c'est clope. important, c'est important. Alors pour la petite histoire, c'est encore une toute petite digression, mais Jean-Marc Barr, je le connais de manière assez indirecte parce que mes parents, dans une lointaine vie, travaillaient dans le cinéma et ils avaient écrit le scénario d'un film qui s'appelait Avis de tempête, sur une tempête qui se passait en Suède et une histoire de romance. Entre un homme et une femme dans une tempête qui devait s'échapper par la mer pour échapper aux autorités lors d'une énorme tempête suédoise, scandinave. Et l'acteur principal de ce film était Jean-Marc Barr. Et Ouais. c'est allé assez loin dans les lectures et c'était assez avancé. Donc j'ai eu l'occasion et la chance de croiser Jean-Marc Barr à plusieurs occasions quand moi-même j'étais plutôt petit. Ah, c'est drôle. Et du coup, est-ce que tu penses que ça t'a influencé à devenir acteur? Je pense que le fait que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup sur les plateaux de cinéma et de télévision à faire le clapman. Je faisais beaucoup ça quand j'étais enfant, quand j'avais quatre Action. cinq ans. Oui, ouais, j'étais alors moi, je faisais juste le clap. Donc, ça permet de synchroniser le son et l'image. De faire ça beaucoup et de passer beaucoup de temps avec mes parents sur ces plateaux, ça m'a forcément, moi, je suis comme dirait l'autre, un enfant de la balle par rapport au théâtre et à ces choses-là. J'ai quand même commencé par rapport en lien, enfin, l'apnée, j'ai fait de l'apnée pour être meilleur en chasse sous-marine. Bon, vite mis de côté la chasse sous-marine, en plus avec le fait qu'il y a quand même de moins en moins de poissons et qu'il faut protéger les espèces. Et pour le théâtre, c'est pareil, j'ai fait du théâtre parce que je voulais faire du cinéma et de la télé. Et en fait, je suis tombé amoureux des textes du Roi Lear de Shakespeare. Je suis tombé amoureux de Richard III. Je suis tombé amoureux des Justes de Camus. Et d'un seul coup, il y a toute cette littérature qui m'a sauté au visage. Et je me suis dit, ah oui, non, mais c'est ces textes-là que je veux dire. Et pas des choses qui peuvent être un petit peu plus légères dans des séries TF1, France 2, pour pas les citer. Mais c'est bien qu'il y ait de tout. Mais d'un seul coup, Hmm. d'avoir cette, voilà, de faire de l'alexandrin, d'aller travailler sur cette langue, ça m'a plu tout de Hmm. suite et c'est comme ça que je suis venu au théâtre et à l'apnée par des biais différents à l'origine. Ouais. Tu sais que Jean-Marc Barr, il a fait la même chose après le succès du Grand Bleu. On aurait pu croire qu'il se lance dans une carrière un peu dite commerciale. Et finalement, il est rentré à Londres et il est parti jouer du Shakespeare dans les théâtres. Bah ouais, Comme bah quoi, ouais. l'amour des Ouais, beaux c'est Shakespeare, textes. Shakespeare, c'est important. Est-ce que tu as une citation que t'aimes qui vient de ces Oui, textes? moi j'ai une citation de Camus, Donc Albert Camus. Albert Camus, ouais, qui me suit, qui est, je vais essayer de la retrouver précisément, mais fais, comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi, en sachant très bien qu'ils ne le feront pas. C'est pas Jésus qui a dit ça? Ah, si c'est Jésus, c'est Albert Jésus. Albert Jésus. Pour Ok, moi, donc c'était Camus. c'est... C'est-à-dire que je pense que ce que rajoute Camus à Jésus-Christ, c'est en sachant qu'ils ne le feront pas. Hmm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en fait, il ne s'agit pas d'attendre quoi que ce soit en retour. Si c'est Jésus, je suis triste, hein. Moi, Non, 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 je plaisante, enfin, c'était pour la blague. ah ok, Ah ouais. mais tu m'as mis un doute. Euh, mais c'est vraiment le fait ouais, de dire qu'il faut se comporter avec les autres comme tu voudrais qu'ils soient avec toi, mais en sachant que s'ils le font pas, bah, c'est pas grave. Il faut continuer à se comporter comme ça parce que tu le disais toi-même, et on a l'impression que on est peu de choses quant à l'écologie, quant à la préservation des mers, mais en fait, si nous déjà on le fait au quotidien, des gestes de civisme, de politesse, des choses qui pour moi sont importantes dans mon éducation et je trouve dans le rapport à la vie, à la société et des rapports qui aujourd'hui partent sévèrement en vrille. Ouais. Euh, on le voit avec la montée. Je suis désolé de faire un chouille de politique et tu Ouais, en la feras ce montée que de tu veux, l'extrême mais droite, hein. ouais, la montée des nationalismes partout dans le monde, la peur de l'autre, la peur Hmm. d'un seul coup de se renfermer sur soi, bah c'est catastrophique, Hmm. c'est dramatique et on vit dans un monde
malheureusement, où en ce moment, il y a de plus en plus de peur, de plus en plus de peur de l'autre. Ouais. Et bon, bah, il faut continuer à bosser, il faut travailler au quotidien, il faut s'engager. Le théâtre fait partie de mes engagements pour réussir à mettre un peu de douceur et de beauté dans ce monde, quoi. C'est ce que disait Jean-Marc Barr aussi, qu'il était très inquiet par rapport à ce qui se passait à Gaza, le génocide, Ouais, la ouais, tout colonisation, à fait, la guerre en Ukraine. tout à fait. Ouais, non, Moi mais aussi, c'est tu vrai vois, je que fais ma part. Quand je suis à Dahab, je me force à aller parler aux scuba divers. mais Ah oui, c'est bien, on est c'est bien. différents, Il n'y a mais nous pas, vivons dans le même monde tout à fait. sous-marin. Il n'y a pas de petits efforts. C'est bien. Merci, Julien, de faire ça pour tout le monde, parce que tu es vraiment le seul qui a envie de faire ça. Je dis ça en rigolant, mais en plus, je suis extrêmement sérieux. C'est que je crois que j'ai un ami de loin ou deux qui sont plongeurs bouteilles. On est au même endroit et pourtant on est deux mondes opposés. C'est Eh incroyable. oui, eh oui, 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 oui. Mais tu sais, moi, j'ai jamais fait de bouteille de ma vie parce que ça me fait peur. Ah ouais? Je trouve ça très contre Nature, ouais. instinctif. Ouais, contre nature et contre de respirer sous l'eau. En fait, Ouais. pour moi, il y a un problème là-dedans et je trouve qu'il y a plus de chances d'avoir des problèmes en respirant sous l'eau qu'en ne respirant pas. Oui, moi j'ai moins peur d'un accident d'apnée qu'un accident de plongée bouteille, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait, Hmm. tout à fait. Si tu devais choisir entre le championnat du monde indoor AIDA au Japon ou outdoor à Chypre, lequel choisirais-tu? Eh oui, tu dois Euh, choisir ta team. j'ai le droit de faire encore une réponse un petit peu de Non, politicien? Non, bon. politique. Tu dirais que dans l'apnée piscine, tu développes ça Non, et ça, et en profondeur, tac, tac, non, non, tac. non, 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 je dirais que, non, non, Mais je sais laquelle tu choisis, Sven. Viens avec nous, viens avec Ah, les profondistes. les profondistes. Je choisis la performance en profondeur parce qu'elle m'a rempli de joie et de bonheur. Et je choisis l'ambiance qu'on a eue dans l'équipe de France au Japon parce que on était tous et toutes ensemble dans le même hôtel au bout du monde et Sans que connexion Internet. avec peu de connexion Internet et que dans cet hôtel, il y avait au dernier étage des onsen, des bains japonais et donc bain chaud, sauna, bain froid. Et donc genré homme-femme séparés parce que c'est des endroits où il faut Ouais. être nu Et sans et, tatouage. et sans tatouage. Et on se retrouvait avec tous les garçons donc de l'équipe de France là-haut. Et ce qui se passe dans les onsen reste dans les onsen, mais c'est des moments de cohésion de groupe et de bonheur ensemble qui ont été très marquants pour moi. Là où en profondeur, on était un peu plus dispersé dans Chypre. Chypre, c'est une drôle d'ambiance. Euh, Limassol, c'est une drôle de ville. Et on était un peu dispersés. Les filles et les garçons, on était un jour sur deux, donc on se voyait moins. On n'était pas tout à fait. Il n'y Ouais. a pas eu la même. Enfin, La même cohésion, quoi. C'est pas le même tout à fait. environnement géographique. C'est pas le même environnement, c'est pas la Ouais. même organisation de la compétition. On ne sait pas l'autre bout du monde comme le Japon. On était obligé de prendre un bus pour aller à la piscine, donc on y allait à chaque fois tous ensemble. Ouais. C'est d'autres manières de fonctionner, mais en termes de performance, j'étais déçu de ma performance au Japon parce que je visais plus et à la sortie, je fais la gueule. Je m'en veux, mais je fais la gueule parce que je suis pas content. Alors que à Chypre, je suis complètement heureux et satisfait de Ah oui, oui, ma présence. c'était pas la même énergie, oui. Oui, ouais, Non, ouais. tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, Sven, on va rester là-dessus, sur ce souvenir impérissable que tu as de ces bains onsen au Japon, avec tes camarades hommes nus. Une Voilà. grosse dédicace à Clément Le Saffre. Et une grosse dédicace à Clément, le Safre, membre de l'équipe de France AIDA, qui a des records sur 255 mètres en dynamique monopalme que vous pouvez retrouver dans l'épisode 5 de la Freediving Family. Et qui Sven, je tentait te des records dans les remercie. onsen aussi. Ah, vous avez fait de l'apnée dans les bains chauds? Non, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. C'est toi qui interprète, hein. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci, Julien. Merci de faire ça pour tous les apnéistes. Et je rappelle, et j'ai envie juste de finir en disant que toutes ces plongées et tout ce dont on parle, là, merci, c'est moi qui ai fait ça, mais je le fais pas tout seul. Je le fais avec une équipe de sécurité qui m'accompagne au quotidien. Pas moi personnellement. Je fais aussi de la sécu pour les uns et les autres quand ils plongent. Et c'est cette émulsion, c'est ce groupe. Et bien qu'on soit un sport où les performances sont individuelles. Pour arriver à cette performance, il faut une famille, il faut un freediving family autour de soi. Merci. Et à bientôt. Merci à toi. Ciao.